Bienvenue à cette nouvelle conférence du Club du Mercredi. Je vous remercie par avance de votre présence. Nous sommes ce soir très fiers et heureux d'accueillir, même si c'est un petit comité, François Bousquet, qui viendra s'entretenir avec nous de mai 68, événement majeur sur la vie politique, sociétale, sociale et culturelle française, événement dont nous fêtions cette année les 50 ans. Avant de passer la parole à Laurent pour présenter François Bousquet, je vais juste vous tenir quelques mots à propos du Club du Mercredi. Le Club du Mercredi est une association qui a été créée en avril 2017, du moins qui a tenu sa première conférence en avril 2017, et qui depuis organise des conférences tous les mois, tous les mercredis, un mercredi par mois, et qui vise à donner une tribune à des personnalités de renom ou des jeunes talents locaux sur des sujets divers et variés. Dans cet esprit, nous avons déjà reçu Pierre-Yves Rougeron, Fabien Nisloda, Baptiste Rapin, Laurent Chanck à mes côtés qui est trésorier, en tant que personnalité de renom, puisque les trois derniers cités sont rédacteurs réguliers dans la revue Éléments, et le premier cité est le créateur du Cercle Aristote à Paris. Donc, 4 personnalités connues. Pour le volet des jeunes talents, nous avons déjà reçu Alexandre Landre, qui nous a tenu une conférence passionnante sur l'histoire de l'art, qui est le 3e fondateur de cette association, et également Yann Kaspar, qui nous a tenu une super conférence aussi sur les pays d'Est, en particulier la Hongrie. Nous recevrons dans les semaines à venir, là il y aura une communication sur notre page Facebook à ce sujet, Johan Grail et Steven Cornu pour 2 conférences, ce sera certainement les 2 prochaines. Que vous dire de plus? Je vous demanderai de ne pas intervenir pendant cette conférence, de ne pas poser de questions, de ne pas couper le conférencier, simplement car un temps d'échange est prévu à la fin. Vous pourrez donc obtenir des réponses à vos éventuelles interrogations et bénéficier d'un moment d'échange privilégié. Enfin, je vous invite à retrouver cette conférence qui est captée, vous voyez tout autour de vous des micros et des matériels de captation vidéo, donc qui sera captée et diffusée sur Internet, sur YouTube, et vous retrouverez les événements, l'annonce de la publication sur YouTube, sur Facebook. Donc vous pouvez sur les 2 supports à la fois aimer, partager et faire connaître à vos amis. C'est une façon pour nous de nous aider et de continuer à participer au succès de ce cercle à Nancy. Je passe maintenant la conférence à Laurent qui va vous présenter François. Je vous remercie pour votre attention, votre présence, et puis je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Donc François Bousquet, c'est déjà un vieil ami, ça fait déjà bien 2 décennies qu'on se connaît. À l'époque, j'étais étudiant, lui était déjà gérant d'une prestigieuse maison d'édition, les éditions L'Âge d'Homme, gérant, manutentionnaire, coulis, colporteur, camelot, souffre-douleur de Vladimir Dimitrievitch, qui était le créateur de cette maison d'édition, qui malheureusement a périclité depuis. Je dois à François d'ailleurs mes premières émotions littéraires, puisque à chaque salon j'avais le droit de repartir avec 10 bons kilos de livres qu'il m'offrait. Donc ça pose déjà le personnage, comme passeur de mots. D'ailleurs c'est le genre d'éditeur qui maîtrise vraiment son catalogue, puisqu'il ne se contentait pas de vendre les livres, il les lisait. Ce qui est assez rare dans ce milieu, je sais de quoi je parle. Après quoi, et bien ma foi, après avoir beaucoup lu, François a décidé d'écrire. Bien lui en a pris. François a collaboré à Valeurs Actuelles, Spectacle du Monde. C'est un écrivain, un essayiste. On lui doit en particulier une biographie de Jean Edernalier, qui l'air de rien remonte déjà à 2005, 13 ans. Un très bel livre-entretien avec Alain de Benoît, un Mémoire vive, qui a connu un beau succès d'estime. Plus récemment, un Putain de Saint-Foucault, qui a fait également pas mal de bruit dans le Landerneau, et un livre sur la droite buissonnière, sur Patrick Buisson. À côté de ça, eh bien, François est devenu en septembre 2017 rédacteur en chef d'Éléments. Donc je m'incline bien bas puisque finalement c'est mon patron. Et d'ailleurs il faut qu'on reparle de mon augmentation après cette conférence. Donc blague à part, je vais laisser maintenant la parole à François, qui va nous entretenir de, finalement on peut dire, l'héritage de 68. C'est ça, ouais. François, à toi la parole. Merci Laurent, merci à vous d'être présent ce soir. On a intitulé cette conférence à partir d'un bouquin qui avait fait grand bruit en 1986. C'est la lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, qui avait été écrit par Guy Auquinguem, qui est mort du sida en 86 et qui était le créateur du Front homosexuel d'Action révolutionnaire.
mais qui est un auteur présumé fasciste, hein, et magnifique auteur, quitte à vous surprendre. Hein. Mais Hocquinghem, à mon sens, se trompait, puisque Hocquinghem visait Cohn-Bendit, hein, visait Romain Goupil, hein, donc des maoïstes passés donc du col Mao au Rotary. En gros, le Rotary aujourd'hui c'est Macron, et de fait, de Cohn-Bendit vote Macron, de fait, Romain Goupil hein, vote Macron. Mais je crois néanmoins que Hocquinghem, hein, qui est un auteur très ambivalent, donc je vous le répète, il était perçu et décrit à la fin comme fasciste, hein, surtout parce qu'il avait un style flamboyant. Et je crois qu'en fait, le col Mao, c'était le Rotary de la jeunesse dorée. Et ça va être le sujet de cette conférence. Hein. Alors moi, je suis né en 68. Hein. Avec Laurent, on se connaît depuis longtemps, donc j'ai 50 ans après-demain. Et donc en 78, 88, 2018, j'ai droit aux 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, c'est les noces d'or. En 50 ans, c'est le couple, c'est Cohn-Bendit et Romain Goupil. Hein. Donc j'ai droit aux noces d'or. Hein. Et en fait, pourquoi les noces d'or de cette génération qui a le pouvoir depuis un demi-siècle, hein. Et cette génération, c'est la génération du baby-boom. Hein. Le baby-boom, c'est la date butoir, c'est 48. Mais on considère que le baby-boom, c'est 48 moins 10 plus 10. Hein. Et c'est le pic démographique de la France. La France a connu, c'est le premier pays européen à connaître un déclin démographique, la France, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, avec un siècle d'avance sur nos voisins, allemands, italiens, etc., espagnols, hein, et au cœur de la nuit, en 42, peut-être grâce aux politiques familialistes de Vichy, en 42, il y a un réveil démographique de la France. Hein, et le pic, c'est 48. Hein. 48, c'est des gens qui ont 20 ans en 68 et qui aujourd'hui ont 70 ans. C'est donc les baby-boomers. Hein. Et je vais vous parler donc de ces baby-boomers devenus des papy-boomers. Alors c'est quoi un baby-boomer? Eh ben un baby-boomer, peut-être certains d'entre vous le connaissent. On parle aujourd'hui, chez les psys, parle du syndrome de Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan ne veut pas vieillir. Hein. Eh bien, les baby-boomers ne veulent pas vieillir. Hein. Et on peut assortir ce syndrome d'un autre syndrome, qui est le syndrome de Dorian Gray. Ceux d'entre vous qui ont lu Oscar Wilde connaissent Dorian Gray qui ne veut pas vieillir. Hein. Et en fait, ce sont des gens qui ne veulent ni grandir, ni vieillir. Hein. Donc, qui ont été des baby-boomers, qui sont des papy-boomers. Étant journaliste, je sais à quel point ils verrouillent complètement les médias centraux aujourd'hui. Alors je conviens aisément au début qu'il y a eu beaucoup de mai 68 en fait. Hein. Il y a une polyphonie en 68. En 68, il y a des situationnistes, c'est les plus intéressants. Il y a aussi des marxistes-léninistes. Hein. C'est la voiture balai du communisme en fait, déjà en 68. Hein. Il y a également des libertaires hein, qui sont prédominants. Il va y avoir des féministes. Hein. Les féministes vont apparaître, sont à l'état latent en 68. Il n'y a pas de féminisme en 68. C'est en 70 que ça commence. Hein. Il y a également des écologistes. Hein. Mais je crois qu'on passe à côté des événements si on cherche à parler que de la pluralité de 68. En fait, 68 nous dit surtout une chose, me semble-t-il, hein, enfin plusieurs choses que je vais essayer de vous présenter ce soir. Hein. La première d'entre elles, en 68, c'est la liquidation du peuple. Hein. La France devient vraiment, les catégories populaires deviennent vraiment périphériques. Hein. Alors on le verra une décennie plus tard, 10 à 20 ans plus tard, quand le peuple va disparaître des écrans radars pour réapparaître 30 ans plus tard avec un vote Front National, hein, parce qu'on l'a perdu de vue pendant 30 ans. Ça, c'est le premier point de 68. Le deuxième point de 68, c'est la fin du grand cycle révolutionnaire prolétarien. En fait, la révolution prolétarienne s'achève en 68. Je vais développer également ce point-là. Mais 68, c'est une révolution. Simplement, c'est une révolution inconsciente, dont les acteurs n'ont pas conscience. Mais c'est une révolution au sens scientifique du terme. Ça aussi, c'est un point que je vais développer. Je veux dire par là qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère dans ces années-là. Si on prend du recul, 68 s'inscrit dans une constellation assez surprenante, hein, et je vais vous donner quelques grands articles de loi qui vont vous montrer à quel point 68 a changé. C'est un changement des mœurs qui va s'inscrire dans la loi. En 67, en France est votée la loi Neuwirth. Hein. La loi Neuwirth, vos générations n'ont plus conscience de ça, mais ils vont légaliser, la loi Neuwirth, la contraception. En fait, depuis 1920, la contraception en France est interdite. Hein. Donc 67, légalisation de la contraception. En 70, événement central qu'on n'a pas mesuré, c'est la fin du pater familias, hein, c'est-à-dire la fin de l'autorité du chef de famille. Hein, c'est-à-dire que l'autorité familiale se substitue à l'autorité paternelle. Hein. En 74, c'est l'abaissement de la majorité à 18 ans. C'est un événement aussi central, puisqu'il y a un nouvel acteur qui entre en ligne de compte, hein, c'est la jeunesse. Hein. En 75, c'est l'IVG, la loi Veil. Hein. En 75, c'est également la réforme du divorce par consentement mutuel. Hein. En 75, c'est aussi l'autorisation des films X, certes pour les taxer, mais les films X ont droit de cité désormais dans les cinémas. Donc c'est une révolution des mœurs, c'est une révolution des mentalités. Mais cette révolution, elle est mondiale, hein. Elle affecte tous les pays. Non seulement en 68, vous avez des répliques de 68 en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, partout. Enfin, pas seulement en France, en Californie et ailleurs. Hein.
Mais 68, en réalité, c'est la traînée de la queue, c'est la queue de la comète, hein, parce que cette révolution des mœurs s'est enclenchée en 45. Hein. Rappelez-vous, James Dean meurt en 55. Hein. L'équipe est sauvage, ceux d'entre vous qui ont vu le film avec Marlon Brando, qui est le premier road movie avec des motards, c'est 53. 1960, à l'Alhambra, les fans de Johnny saccagent la salle. C'est ça en fait, c'est 8 ans avant 68. Hein. La Beatlesmania, c'est années 60. Hein. Donc en réalité, cette révolution est enclenchée. Mais plus important encore, me semble-t-il, 68, c'est la fin définitive de la France paysanne. Hein, et on ne mesure pas à quel point c'est un événement majeur. C'est comme la chute de l'Atlantide, la fin de la France paysanne, hein, de l'Europe paysanne en fait. C'est la mort d'une civilisation vieille de 6 à 7 000 ans en gros. Et un seul pays avait fait une expérience d'une société sans paysans, c'est les soviétiques. Hein. Et désormais, c'est le monde entier qui va se livrer à cette expérience d'une société sans paysans, avec des agriculteurs et une agriculture mécanisée. Donc c'est un événement central. Hein, et il y a quantité de sociologues, hein, quantité d'écrivains qui ont écrit un nombre de chefs-d'œuvre incalculable dans les années 60-70 hein, sur la fin de la société paysanne. Hein, qui était le conservatoire, cette société paysanne était le conservatoire de mœurs, hein, de valeurs qui vont voler en éclats. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur le 68 français. Pourquoi en France, et seulement en France, on se focalise autant sur 68 ? Alors je l'ai dit, les baby-boomers sont devenus des papy-boomers et ils verrouillent totalement le système. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a vraiment une exception française. Et cette exception française de 68, elle ne tient pas à l'essence de la France. Elle s'explique, c'est Patrick Buisson qui en fournit, me semble-t-il, la clé la plus géniale, hein, à partir de ces années érotiques. Dans ces années érotiques, Buisson revisite la période 40-45. Hein. Et en 40-45, vous savez, c'est le triptyque travail, famille, patrie, c'est le familialisme de Vichy. Mais rappelez-vous ce que disaient Sartre et Simone de Beauvoir, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Et en fait, quand il y a un effondrement de l'appareil d'État, il y a un effondrement de l'appareil normatif. Hein. Et jamais les mœurs n'ont été aussi libres sexuellement qu'entre 40 et 45. Hein. À la fois avec les femmes, à la fois avec les homosexuels. Hein. Et ce qui s'est passé en 44, hein, je le cite, mais c'est assez important, me semble-t-il, c'est le phénomène des femmes tondues. Il y a eu beaucoup de femmes tondues. C'est-à-dire qu'il y a une répression sexuée du corps féminin. C'est-à-dire que les hommes se sont, en l'occurrence les communistes et les gaullistes, réapproprié le corps des femmes qui avaient fauté entre 40 et 45 en couchant avec l'occupant nazi. Hitler disait de la France que c'était le bordel de l'Europe. Hein. Donc la Wehrmacht venait à Paris pour consommer de la chair féminine. Hein. Et Arletty, qui avait été en prison en 44, la merveilleuse Arletty, quand elle est sortie de prison, Arletty, on lui demande comment allez-vous, Madame Arletty, et elle dit pas très résistante. On est en 44, hein, et elle disait mon cœur est français, mais mon cul est international, messieurs. Mais c'est ça en 44, le phénomène tondu, ça va être vraiment la répression sexuée du corps des femmes. C'est-à-dire que la société patriarcale, de manière contracyclique, hein, en trompe-l'œil, va se réapproprier le corps des femmes. Hein. Ce qui fait que la France hein, va enclencher sa révolution des mœurs avec 15 ans de retard. Parce que la révolution de 68, en fait, elle se joue aux États-Unis dès 45, même dès l'entre-deux-guerres, en fait. Hein. Même en France, à beaucoup d'égards. Hein. En 46, c'est la fermeture des maisons closes. Hein. On dit toujours c'est Marthe Robert, ancienne prostituée, puritaine, etc., presbytérienne, hein, qui veut fermer les maisons closes. Non, en 48, c'est les communistes et les gaullistes hein, qui ferment les maisons closes. Hein. Et ils les ferment dans le même esprit du phénomène des femmes tondues. C'est-à-dire qu'on réprime la sexualité féminine et les débordements de la sexualité féminine. Hein. Ce qui fait qu'en France, il y a une spécificité française de 68. Hein. Je crois que dans aucun pays, le mouvement a une telle ampleur. Hein. Précisément parce que la jeunesse a voulu révoquer brutalement, au mois de mai de 68, hein, le vieux monde poussiéreux des uniformes, des généraux. C'est la raison pour laquelle je parle, moi, pour ce qui me concerne, de la première des révolutions de couleur. 68 a été, me semble-t-il, la première des révolutions de couleur. Et c'est un phénomène assez important quand vous parlez avec les acteurs de l'époque. Hein. Moi, je vais faire une critique de 68, mais les acteurs vous disent toujours que la société était assez irrespirable, en tout cas sur le plan sexuel. Hein. Et le grand acteur, bien sûr, de cette révolution de couleurs, c'est Dany le Rouge, Dany le Rouquin, Dany le Vert, Dany l'Arc-en-Ciel. Hein. L'inamovible Dany qui nous a prolongé un quart d'heure warholien. Vous savez, Andy Warhol disait qu'on aurait tous un quart d'heure de gloire. Lui, son quart d'heure de gloire, c'est prolongé indéfiniment pendant un demi-siècle. Hein. Alors faisons un petit topo de cette France des années 60-68. Hein. En mars 68, il y a un papier célèbre d'un merveilleux journaliste, hein, à une époque où le journaliste savait écrire, qui s'appelait Viançon-Pontet, qui avait écrit un papier dans Le Monde qui avait fait beaucoup de bruit, et beaucoup de bruit après coup.
Et le papier s'appelait « La France s'ennuie ». Et de fait, la France s'ennuyait manifestement. De Gaulle lui-même disait qu'il n'y a plus rien d'héroïque, confié à son entourage qu'il n'y avait plus rien d'héroïque à faire. Donc la France s'ennuie, elle consomme les mythologies dérisoires que Roland Barthes avait recensées 15 ans plus tôt, c'est-à-dire le catch, c'est-à-dire le PMU, c'est-à-dire Johnny, c'est-à-dire la DS, les DS, les voitures. Enfin bref, la France est entrée dans la société de consommation et les révolutions se sont déplacées dans des orients lointains, en Chine en particulier, où va se conjuguer ce péril jeune et ce péril jaune qui va se cristalliser en 68. Mais la différence majeure entre la Chine maoïste, les révolutions cubaines et la France, c'est qu'en France, c'est une parodie de révolution. Je le répète, les acteurs n'ont pas conscience de la révolution qu'ils sont en train de mettre en branle. Ce qui fait qu'on a l'impression, à 50 ans de distance, de voir un psychodrame, une sorte d'happening géant de récréation scolaire ou post-scolaire, ou pré-étudiante, ou pré-universitaire. Les étudiants ont alors parlé de commune étudiante. Alors pour rappel, la commune, en 70-71, c'était la commune de Paris, commune proudhonienne, où les Parisiens ont créé une république autonome. Et les communards, les étudiants parlent de commune étudiante. Mais la répression de la commune en 71 a été terrible. Ils ont incendié l'hôtel de ville qui a été reconstruit à Paris, mais il y a eu des milliers de fusillés, des milliers de déportés. Or, la commune étudiante de 68, c'est une commune sans fusillés, sans mur des fédérés, parce qu'il y a un mur des fédérés à Paris pour commémorer les communards abattus, et où à la fin, les communards, en l'occurrence les étudiants, finissent par se concilier les Versaillais. Donc les Versaillais, c'était les gens à l'initiative de Thiers, et la France profonde aussi du reste, qui ont voulu réprimer la commune. Donc je dis que c'est une farce, et j'ai toujours en tête le mot que vous connaissez peut-être de Karl Marx dans le 18 Brumaire, c'est que tout événement historique commence deux fois, une première fois comme tragédie, une seconde fois comme farce. Et là, en l'occurrence, ça recommence, la révolution recommence comme une farce. Et il y a un acteur de cette farce qui est aussi ambigu et ambivalent que Guy Hockinghem, c'est Godard, le cinéaste Godard. En 68, Godard s'aborde le Festival de Cannes. On l'a commémoré cette année. Mais un an plus tôt, Godard sort un film prodigieux qui s'appelle La Chinoise, plein d'ambiguïté, ce film, qui célèbre à la fois les psalmodies du petit livre rouge de Mao avec Jean-Pierre Léaud, mais qui par ailleurs fait une critique, me semble-t-il, prodigieuse de cet esprit, de l'esprit grégaire qui s'est emparé des étudiants, parce qu'on a affaire à un banc de sardines en fait. C'est le paradoxe de la révolte dont je vais parler également. Et Godard imagine une parabole saisissante dont il a le secret, c'est qu'il s'interroge sur la naissance du langage, Godard. Vous savez, il y a une querelle qui est très ancienne, qui est vieille comme la philosophie en fait. C'est est-ce que le langage est acquis ou est-ce qu'il est inné, quoi. Et c'est une querelle qui va traverser tout le Moyen-Âge, mais qui est très antérieure en fait au Moyen-Âge. Et Godard dit que des savants égyptiens se sont interrogés il y a des milliers d'années pour savoir si le langage venait naturellement à l'enfant ou s'il l'apprenait par un processus d'apprentissage. Et les savants égyptiens décident de mettre des enfants, d'enfermer dans un lieu clos des enfants pendant 10 ans. Et ils les enferment pendant 10 ans, en effet, et au bout de 10 ans, ils les font sortir, les enfants. Devenus jeunes adultes, il se trouve qu'ils ne parlaient pas, les enfants bêlaient. Et la réalité, c'est que Godard rappelle, c'est qu'on a placé les enfants, s'ils bêlent, c'est qu'on les a placés à côté d'une bergerie. Et il veut montrer par là le panurgisme qui s'emparait de cette génération. Parce que c'est un épisode de rougeole, en fait. C'est comme la rougeole, le gauchisme a quelque chose de contagieux. Toute une génération devient gauchiste, comme un banc de sardines. C'est-à-dire qu'on va à gauche, ils vont à gauche, on va à droite, ils vont à droite, ils vont pisser. Donc c'est problématique. Alors il faut s'arrêter un instant sur cette génération. C'est une génération qui est bénie des dieux. C'est la génération 48. 48 moins 5, 48 plus 5. Elle a connu le plan Marshall, c'est-à-dire une croissance accélérée. Elle a connu les 30 glorieuses. Elle a connu une vie facile. Elle a 20 ans en 68. Elle ne se rappelle pas des tickets de rationnement, parce qu'après la guerre, il y a des tickets de rationnement pendant 2 à 3 ans. Et en réalité, elle est née avec une cueillère en or dans la bouche. Et elle me fait penser à ce que Julie Evola appelait la métaphysique de la glisse. Et voilà dénoncer la métaphysique de la glisse, parce qu'à son sens, l'homme moderne était un homme qui se livrait à la métaphysique de la glisse, du surf, du ski. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est devenu sans aspérité, sans relief. On glisse sur lui, sans violence.
Et un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel, et qui est incollable sur le destin des générations, dit de cette année 48 que c'est l'année de naissance astrologiquement idéale. Parce que né 10 ans plus tôt, né en 38, vous avez droit à un séjour de 22 mois en Algérie, dans les Aurès ou ailleurs. Donc vous étiez dans le contingent, et vous partiez 22 mois à l'époque. Né 10 ans plus tard, et cette génération de 38, il y avait une croissance en 58, il y avait une croissance qui était assez forte, mais cette croissance était très mal partagée. Vous viviez dans un appartement à 4 à 5, de 30 à 40 mètres carrés à Paris. Donc ça n'a pas été une génération dorée, la génération précédente. Et la génération suivante, la mienne et après les vôtres, eh bien, connaît le chômage comme rite d'initiation dans la société adulte. Or, les gens nés en 48 vont pouvoir se donner le luxe de faire une critique du travail, puisqu'ils ne connaîtront que le plein emploi. C'est le paradoxe de ces gens-là. Et l'autre point qui est à souligner de cette génération de 48-68, en tout cas celle qui fait les manifs étudiantes de mai 68, c'est que la sociologie de la révolte est très intéressante. C'est la sociologie des beaux quartiers. C'est une sociologie CSP+. Et vous l'avez peut-être vu avec les Black Blocs. Les Black Blocs, ça a été vraiment fascinant parce que là, c'est devenu caricatural et parodique. On n'a que du CSP+, et du Bac plus 10. Eh bien, c'est déjà le cas en 68. 68, c'est les beaux quartiers. On parle de Nanterre, tout part de Nanterre. Mais Nanterre, en réalité, c'est le déversoir des beaux quartiers centraux de Paris, 6e, 7e, 8e, des gens qui ne peuvent pas aller à la Sorbonne. 16e, 17e, est également le déversoir de Versailles, de Saint-Germain. Donc ce sont que des beaux quartiers. Preuve en est, c'est que la révolution est la plus virulente à Louis le Grand. C'est-à-dire que là, on cumule le capital économique et le capital culturel. Et le seul lycée en France, à ma connaissance, où on brûle son carnet de notes en 68, c'est le lycée Fénelon. Donc on est dans les lycées les plus prestigieux de France. Alors je parle de parodie. Alors c'est tout le paradoxe de la révolte du mois de mai. C'est que la vérité c'est que la révolte a depuis très longtemps perdu sa raison d'être. Ceux d'entre vous qui sont littéraires se rappellent que les deux grands mythes de la révolte, mais qui sont aujourd'hui épuisés, c'est Lucifer, Satan, tout ce que vous voudrez, et Prométhée. C'est les deux grands mythes de la révolte en Occident depuis 2500 ans. Or, ces mythes sont exsangues. On ne croit plus au diable. Et Prométhée, on n'a pas rendu le feu aux dieux. Donc, les gens qui parlent de révolte sont réduits en mimés les gesticulations vaines. Quand vous prenez je dis toujours, slogan, cheveux ébouriffés, slogan ébouriffant. Ils ne peuvent pas faire autre chose que ça. Parce que les étudiants sont réduits à répéter un geste d'insoumission qui est devenu inutile et superflu, en raison même de la déroute des modèles, des maîtres et des pères. Et je m'appuie sur Philippe Muret. Philippe Muret disait, c'est quoi un nouveau rebelle pour Philippe Muret? Il disait, c'est pas compliqué, un nouveau rebelle, c'est celui qui dit oui. Parce qu'il est en train de ce qui, dans ces années-là, est en train de se dessiner, d'apparaître, c'est un nouveau conformisme. Ce conformisme, c'est le conformisme de l'anticonformisme. Et deux psychanalystes, ça surprend toujours les gens quand je dis ça, mais les premiers critiques de 68 ont été des psychanalystes conservateurs. Deux psychanalystes conservateurs dès 69, Béla Grumberger et Janine Chassenet-Smirguel, ont parlé de société contestationnaire. J'aime beaucoup le néologisme, parce que vous aviez alors, derrière le rideau de fer, un univers concentrationnaire, où pour le coup, la révolte se payait au prix fort, par la déportation, par l'expropriation, etc. Et là, vous avez en face le simulacre. Le simulacre, c'est l'univers contestationnaire. Et le paradoxe de cet univers contestationnaire, c'est que c'est en déviant que le contestataire s'aligne. C'est en s'opposant qu'il s'intègre. C'est en déviant qu'il s'aligne, c'est en contestant qu'il consent. C'est le grand paradoxe et le grand simulacre de ces années-là. Raison pour laquelle les étudiants vont surtout parler. En 68, on ne fait que parler. En 68, c'est une psychanalyse par la parole. Raymond Aron, qui détestait 68, a parlé de révolution introuvable et de marathon de palabres. Et en mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille, a dit un jésuite. Et c'est un grand dévergondage intellectuel.
Et en réalité, les étudiants croient dans la performativité de la parole. Vous savez, les Américains croient beaucoup à la performativité de la parole. Que les Américains, ça veut dire que quand on dit une chose, on le fait en fait. Quand on dit qu'on est révolté, on devient révolté. Alors vous me direz que c'est le propre de la jeunesse. Je vous accable pas en disant ça, je l'ai été. C'est que toutes les générations, quand on a 20 ans, évidemment, on fait le coup de poing, on fait la révolution. Et c'était déjà le cas en 1848. Toujours ceux d'entre vous qui sont littéraires, rappelez-vous l'éducation sentimentale de Flaubert. Il y a un passage où Flaubert démolit les 48 arts. Parce qu'en 48, il y a les mêmes profils sociologiques qu'en 68. Exactement les mêmes. Des gens qui défilent en disant « à bas l'académie, à bas les grades universitaires, à bas l'université ». Sauf qu'à l'époque, ils sont une poignée. Sauf qu'à l'époque, c'est une poignée de carabins, de potages qui font des canulars, comme tous les étudiants ont toujours fait des canulars. Sauf qu'à l'époque, c'est comme à l'époque de la bataille d'Hernani, c'est une poignée de gens. En 68, le changement, c'est le baby-boom. C'est que vous passez de 200 000 étudiants en 58 à 500 à 600 000 en 68. Donc l'université explose. C'est un changement quantitatif qui s'opère. L'université est en crue. Et j'ai évoqué ce putsch générationnel. Et en fait, c'est d'abord une révolte de la jeunesse en 68, mais de la jeunesse dorée, et laquelle devient un acteur un acteur social à part entière. Et elle va pas prendre le pouvoir, elle va vider le pouvoir de sa substance. Elle va refuser les médiations. C'est-à-dire qu'elle considère qu'on est immédiatement un homme. C'est-à-dire que l'enfant est immédiatement un homme. Il n'a pas besoin, alors qu'on est médiatement. Les anciens considéraient qu'on était médiatement des hommes. On avait besoin de maîtres, de modèles et de pères. Eux vont faire l'économie du maître, du père et du modèle. Et remarquez que je parle de 68, mais on peut parler des années 60. C'est que ce qui se passe, vous le retrouvez partout, en particulier dans l'institution majeure. L'institution majeure, c'est l'Église. La plus vieille institution d'Occident, c'est l'Église. Et le Vatican II commence en 62, 6 ans avant 68. Et ce discours, c'est pas de règles, pas d'Église, et pas d'institution. C'est le discours de l'institution nulle. On n'a pas besoin d'institution. Et on parle à l'époque d'anti-autoritarisme. Une des grandes marottes de l'époque, c'est l'anti-autoritarisme. Alors la nouveauté aussi, c'est que les adolescents vont former un groupe distinct, autonome, valorisé, un monde en soi, qui va donner naissance à une nouvelle catégorie. Cette nouvelle catégorie, je l'ai évoquée, c'est la jeunesse. Et en fait, pour l'essentiel, les jeunes étaient en train d'expérimenter, parmi les premiers, ce que des sociologues américains, enfin canadiens, ont appelé la révolte consommée. Parce que désormais, la révolte, on va la consommer. C'est ce que les marketeurs appellent la rebelle attitude. Vous avez quantité de pantalons, de marques de jeans, de chansons, de séries télévisées qui s'appellent Rebelle ou Rébellion. Et ça, c'est le nouvel esprit du capitalisme. La politique est partout, mais le véritable agent révolutionnaire à l'époque, c'est le rock'n'roll. C'est pas le marxisme-léninisme, c'est ça le véritable agent révolutionnaire. Et en fait, la chanson, les élucubrations d'Antoine, vous savez, ma mère m'a dit Antoine, fais-toi couper les cheveux, nous en disent plus sur l'époque. Les Pat Def nous en disent plus sur l'époque. Le rock'n'roll, la pop nous en disent plus sur l'époque que 68. La musique yéyé également. Et en réalité, c'est où le Six Sex and Son de Gainsbourg, c'est qui n'est jamais qu'une variante sucrée et hawaïenne du rousseauisme. C'est-à-dire que désormais, le bon sauvage, c'est l'étudiant. C'est même plus la peine d'aller en Océanie. Le bon sauvage, vous le trouvez sous les pavés de la plage. Vous le trouvez à Paris plage. Et Cohn-Bendit va être l'expression hyperbolique de ce monde-là. Cohn-Bendit, il n'est pas politique, il est que libertaire en fait. Sa révolution, elle est purement sociétale. Cohn-Bendit, ce qu'il veut, c'est en 68, c'est le mouvement dit du 22 mars, il veut que les garçons puissent aller dans le dortoir des filles, parce qu'il y avait un internat à Nanterre. C'est comme ça que 68 démarre. Et c'est vraiment la naissance, j'ai évoqué Philippe Muret, c'est vraiment la naissance de Homo festivus. Dans ces années-là, 50-60, né Homo festivus, l'homme festif. La fête révolutionnaire, c'est un vieux motif, puisque rappelez-vous la fête de la Fédération, 1790, rappelez-vous les fêtes de l'être suprême de Robespierre. La révolution est associée à la fête, sauf que c'est une fête qui est puritaine, sauf que c'est une fête qui est pleine de sobriété. Mais en 68, c'est la révolution, c'est que la fête devient... Le projet de la révolution, il est festif, c'est le triomphe du festif. Et le triomphe du festif...
consacre la dérision de toute révolution qui ne serait que des révolutions politiques. Désormais, nous entrons dans l'âge des révolutions post-politiques. Même chose pour le désir. Le désir de révolution dont se flattaient et s'enorgueillissaient les étudiants, en fait, n'a fait que préparer la révolution du désir. Parce qu'il y a un changement d'économie du désir en années 50, années 60. Autrefois, le principe de jouissance était un principe différé. Quand je dis qu'il est différé, ça veut dire que les garçons font la cour aux filles. Les garçons ne violent pas les filles. Hervé Weinstein viole les filles. À beaucoup d'égards, c'est un 68ard conséquent. Les messieurs, laissent la place aux vieilles dames dans le métro. Ça, c'est le principe de jouissance différée. Et la civilisation, au fond, repose sur le principe de jouissance, sur une économie de désir différée. Et en 68, rappelez-vous, jouir sans entrave et vivre sans temps mort, on passe du différé à une économie du désir et de la jouissance immédiate. Désormais, on entre immédiatement dans le principe de jouissance. Et il y avait un journal, il y a plusieurs mouvements qui sont symptomatiques en 68, mais il y a ce qu'on appelait les Mao Spontex, ce qui était une étiquette un peu dérisoire. Vous savez, c'est toujours injurieux la manière dont on baptise une école de peinture. Les impressionnistes, c'était pour les décrier qu'on les appelait comme ça. Et les Mao Spontex, c'est à la fois Spontex, l'éponge bien sûr, donc jetable, mais c'est aussi les spontanéistes. Et Roland Castro dirigeait un journal qui avait beaucoup d'influence à l'époque, il s'appelait Tout. Et le slogan du journal, c'était Tout, tout de suite. Le principe de jouissance immédiate. L'autre chose, c'est la révolution. C'est que j'insiste sur ce point, je l'ai déjà évoqué, c'est qu'on assiste à une révolution véritable. Mais c'est une révolution dont les acteurs n'ont absolument pas conscience. C'est une révolution du capital à laquelle on assiste. Et ce que je veux montrer à travers ces renversements, désir de révolution, révolution du désir, etc., c'est que c'est ce que dit George Orwell des univers totalitaires, mais ça vaut aussi pour les univers post-totalitaire. Rappelez-vous 1984. 1984, c'est le bien, c'est le mal. La vérité, le mensonge, c'est la vérité. Et Orwell, en fait, la vraie figure de style de 84 d'Orwell, c'est l'antiphrase. L'antiphrase, c'est vous dites le contraire de ce que vous voulez dire, en fait. C'est la même chose ici. Et c'est là où ça nous renseigne sur la dimension de simulacre de cette révolution. Parce que veulent les étudiants? Les étudiants, en 68, ils veulent se désembourgeoiser. Que veut cette jeunesse dorée? Elle veut se désembourgeoiser. Ce sont les enfants de la bourgeoisie dorée, et leur grand fantasme, c'est d'être pareil à un prolétaire, ou des lumpen prolétaires, mais j'y reviendrai là-dessus. Mais que veulent les ouvriers? Ils veulent que le frigo soit plein, les ouvriers veulent s'embourgeoiser. Et ces deux mouvements ne peuvent pas se rencontrer. C'est-à-dire que la commune étudiante ne rencontre jamais véritablement la commune ouvrière. Rappelez-vous, en 68, on l'a perdu de vue parce qu'on commémore Cohn-Bendit, mais pas les accords de Grenelle. Ce sont les plus grandes grèves ouvrières que la France n'a jamais connues en 68. On n'a jamais connu des grèves aussi importantes. Et étonnamment, c'est Guy Debord, me semble-t-il, et les situationnistes, qui pourtant étaient au cœur des événements, parce qu'ils étaient à Strasbourg, ça démarre en partie à Strasbourg, et à Nanterre, où étaient les situationnistes, petit nombre, mais de magnifiques plumes. Et Debord dit en substance qu'on rentre dans ces années-là dans l'ère du faux, dans un monde de faux, dans un monde de faux semblants. Et rappelez-vous, un des aphorismes de la Société du spectacle, qui est très connu, c'est que dans le monde réellement renversé qui est le nôtre, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Ou par là, Debord, je fais un petite parenthèse philosophique, Debord amende Hegel. Chez Hegel, le faux est un moment du vrai. Chez Hegel, un de nos grands penseurs, Hegel s'appuie sur ce qu'il appelle le négatif. Le négatif nous aide à accoucher la vérité. C'est la dialectique. La thèse, l'antithèse, le négatif, permet de faire advenir le réel. Et bien ça, c'est révoqué en 68. En 68 est révoqué, je dis 68, je me répète, années 50, 60, est révoqué un des plus vieux principes de la philosophie occidentale. Et un de ces plus vieux principes que vous retrouvez chez Socrate, Platon, Aristote, c'est le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que une chose ne peut pas avoir une propriété et sa propriété contraire. C'est que vous ne pouvez pas être et ne pas être. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, un énoncé par exemple, de principe de non-contradiction, je ne peux pas dire tous les êtres humains sont des femmes. Vous en convenez, certains êtres humains sont des femmes. Voilà le principe de non-contradiction. Eh bien ça, c'est révoqué. En réalité, on peut être quelque chose, en l'occurrence donc un bourgeois, et un révolté. Quand vous révoquez le principe de non-contradiction, il n'y a plus de nécessité
qu'il y ait une cohérence interne dans les énoncés du discours. Ou si vous voulez, il n'y a plus d'adéquation du mot à la chose. L'autre nœud qui va se dénouer en 68, qui est un nœud central, c'est la question du père. C'est pour ça que la psychanalyse est intéressante. Et la psychanalyse conservatrice, et qui représente un chapitre très volumineux de la psychanalyse. Et cette question du père, en fait, c'est le meurtre du père. C'est dans ces années-là que la question du meurtre du père se pose. Et à travers le meurtre du père, c'est la liquidation de la loi et la liquidation de l'autorité. Qu'est-ce qu'on lit sur les murs de la Sorbonne ou de Nanterre? On lit quantité de slogans extravagants. Mais enfin, ils nous renseignent quand même sur l'inconscient ou le conscient des étudiants. Je vous en donne quelques-uns. On lit « tout enseignant est enseigné ». Tout enseigné est enseignant. Ça, vous le trouvez partout. Donc, il n'y a plus besoin de maître. Adieu le maître. On lit « tout pouvoir abuse, le pouvoir abuse, le pouvoir absolu abuse absolument ». Remise en cause du principe d'autorité. On dit, plus grave, la paternité est une mascarade. Vous le retrouvez partout. Et le chef-d'œuvre, c'est « Papa pue ». Ça, qui est un des grands slogans de 68. Et Papa pue tellement pardon, que les étudiants vont prendre soin de brûler l'effigie symbolique du père de la nation. Ils vont brûler De Gaulle. Mais dans tous les cas, ce qui est visé, quand ils brûlent De Gaulle et quand ils disent « Papa pue », c'est qu'ils visent, à travers la figure du père, la figure qui porte dans la société le principe d'autorité. Et peu importe le nom du père, on s'en moque du nom du père. Le nom du père, ça peut être Dieu le Père, ça peut être la loi, ça peut être le maître, mais ça peut être celui dont je porte le nom, c'est-à-dire mon père biologique. Et c'est ça qui est révoqué. Ça, on va le castrer symboliquement, on va le castrer juridiquement. À défaut de le castrer chimiquement, comme on castrait autrefois chimiquement les gens, maintenant on va le castrer lexicalement, le père. Et lui, qui était le modèle de toute chose, dans toutes les sociétés, en tout cas en Occident et en Europe, le père va devenir l'anti-modèle. Mais la vérité, c'est qu'on ne cherche pas tant à révoquer le père que la fonction paternelle. Et là aussi, j'insiste là-dessus, c'est ce que nous dit la psychanalyse. C'est que le père est le porteur du principe de différenciation. Si vous faites l'économie du père, il y a des sociétés qui font l'économie du père, vous vous exposez au risque incestueux de la confusion et de l'indifférenciation. Et vous remarquerez que nous sommes dans une société indifférenciée. Sans père, l'enfant est enfermé dans la... Je ne critique pas les mères en disant cela, vous allez comprendre. Sans père, l'enfant se voit enfermé dans la relation fusionnelle avec la mère. La relation fusionnelle avec la mère est une relation parfaite, parce que c'est un monde clos, c'est un monde sécurisé, c'est un monde confortable, c'est un monde d'amour. Mais c'est un monde qui est mortifère. C'est un monde sans échange, c'est un monde sans société, puisque l'enfant et la mère forment une société parfaite. Quel est le rôle du père? Le rôle symbolique du père, pas le rôle symbolique du père, c'est de venir arracher l'enfant à la mère, c'est-à-dire introduire le principe de différenciation, faire passer l'enfant du fusionnel au relationnel. C'est la fonction principale du père. Et faisant passer l'enfant du fusionnel au relationnel, il fait passer l'enfant du principe de jouissance immédiate, l'enfant crie, on lui donne la tétine, au principe de jouissance différée. On lui apprend à crier avec ou sans la tétine. Alors tout ça me fait dire, mais je ne suis pas le seul, tout ça fait dire à Régis Debray, à De Benoît, la figure tutélaire d'Éléments, que 68, en fait, n'aura jamais été que l'objet transitionnel du néo-capitalisme en train de se mettre en branle au niveau mondial. Et les soraliens, ceux d'entre vous qui sont passés par Soral, c'est la thèse de Kluskar, en fait. C'est que 68 aura été l'objet transitionnel du capitalisme festif. Parce qu'on parle beaucoup de militants en 68, mais je vous donne un chiffre. Les spécialistes estiment qu'il y a parmi les révoltés, les insurgés, les enragés, ils s'appelaient les enragés, quoi. Pensez toujours au Black Bloc, pour vous, je le redis, Black Bloc,
fils de chercheurs au CNRS, hein, fille de très hauts cadres financiers, c'est donc les enragés, quoi. C'est qu'on estime à 1% les étudiants qui font du militantisme marxisme-léniniste. À Nanterre, Cohn-Bendit et sa bande sont 2 à 300 sur 12 000 étudiants. Donc c'est vous dire à quel point c'est marginal, hein. Donc la vérité de 68 est à chercher ailleurs, hein. Je l'ai dit, elle est post-politique, hein. Ce qui se joue à ce moment-là, c'est une révolution anthropologique, hein. C'est ce que va dire un autre homosexuel, hein, dont je vous recommande vivement la lecture, hein, qui est un des plus grands auteurs du XXe siècle, hein, qui est Pasolini. Pasolini, dans ses écrits corsaires et dans ses lettres luthériennes, hein, démolit la jeunesse de 68, la jeunesse bourgeoise de 68, vous n'avez pas idée. Je vous le recommande, c'est l'homme qui est rentré au cœur des impostures et des faux semblants de ce monde-là. Pasolini, que ceux d'entre vous qui connaissent Rome et la Casa Pound, hein, a droit à beaucoup il est mort depuis longtemps bien sûr, mais a droit à plein de conférences, hein, pour montrer les convergences qui peuvent se nouer par-delà la droite et la gauche, hein. Et si en France, il y a des gens qui ont bien compris que cette révolution n'était pas politique, hein, que cette révolution allait évacuer la question sociale, eh bien c'est les syndicats, la CGT et le PCF, hein. Ils vont jamais, la CGT et le PCF ne vont pas jouer, ils vont jouer le jeu de Gaulle, hein, en réalité. On dira le jeu de Moscou. Mais c'est pas vrai, sauf à prendre les ouvriers pour des imbéciles, hein. C'est que les ouvriers savaient que ça n'était pas leur révolution dont il était question. C'était une autre révolution qui se mettait en marche, hein. Il y en assiste dans ces années-là à la fin du militantisme révolutionnaire, hein. Et je fais une petite parenthèse, qu'il y a eu quand même 2 grands livres, hein, qui ont été écrits. Je vous recommande en particulier Tigre en papier d'Olivier Rollin, qui est consacré à la gauche prolétarienne, hein, aux gens qui dirigent un journal qui s'appelle La Cause du Peuple, hein. Et La Cause du Peuple est un journal mythique, hein, puisque, vous voyez, Patrick Buisson a appelé son bouquin La cause du Peuple, en référence à la cause du peuple de la gauche prolétarienne, hein. Et ce qui était frappant, c'est qu'on retombe toujours avec ces gens-là sur le phénomène Black Bloc, hein. C'est que ce sont tous des agrégés de philosophie. C'est que si vous n'êtes pas agrégé de philosophie, vous ne pouvez pas être révolutionnaire. Il n'y a que des normaliens. Ça ne me dérange pas dans l'absolu, mais ça signifie qu'il y a un problème, hein. Et tout ça va mal finir, hein. Parce que je l'ai dit, c'est la voiture balai du communisme, hein, du marxisme-léninisme, hein. Et ça va finir dans des dépressions, en analyse chez des psys, quoi, ou par des tentatives de suicide, hein. Parce que imaginez un normalien qui ne connaît que la littérature et la philosophie, il va s'installer en établi. S'installer en établi, à l'époque, ça voulait dire s'installer en usine, comme les prêtres ouvriers. Les prêtres ouvriers, dans les années 30, hein, allaient à Renault. Simone Veil va dans l'usine Renault. Et en même temps, c'est un choc culturel, hein. Comment vous voulez qu'un normalien, je parle de Tigre en papier de Rollin, et Rollin dit de la Révolution que c'est un polar à petit budget, quoi. C'est ça, le vrai sens de la Révolution, c'est ça, un polar à petit budget, quoi. Et ce sont des fossiles, en fait. Ces gens-là, ce sont des fossiles, hein, parce que, à la différence, vont donner tort au livre d'aucun game, bien sûr. Eux vont rester fidèles au col Mao. Et tous ceux qui sont restés fidèles au col Mao, quoi qu'on pense de Mao par ailleurs, hein, vont soit devenir alcooliques, hein, soit faire des psys, dans tous les cas divorcés. Il y a un homme merveilleux, autre normalien, qui est Robert Linhart, hein, dont la fille a fait un livre il y a 10 ans. Tenez-vous bien, Robert Linhart, normalien, c'est le nec plus ultra, Linhart, hein. C'est la grande intelligence, hein. Il passe par la GP, donc la gauche prolétarienne. Ensuite, il s'installe en établi. Je le redis, c'est une révolution qui s'opère pour le malheureux Robert Linhart, hein. Il va vouloir se suicider après, et surtout, il va se plonger dans un silence complet. Il ne va plus jamais parler à sa fille, hein. Donc les gens qui ont été fidèles à la Révolution, qui ont pris la mesure des impasses de cette fidèle à la Révolution, sont des gens morts, hein, ont été condamnés par l'histoire, hein. Donc ce sont les clowns, bien sûr, hein, qui vont capitaliser là-dessus. Parce que qu'est-ce que Linhart a compris ? C'est que ce n'était pas une révolution ouvrière, hein. Et dans ces années-là, il se met en place quelque chose de très important sur lequel chacun d'entre nous vivons aujourd'hui. En 68, l'ouvrier devient vulgaire, hein. Comme est vulgaire aujourd'hui les lecteurs du Front National dans les salles de rédaction parisiennes, et selon les mêmes termes, rigoureusement les mêmes termes, hein, se met en place dans ces années-là un antipopulisme de gauche, hein. Se met en place dans ces années-là ce qu'un historien américain, Christopher Lasch, va appeler la révolte des élites, hein. C'est-à-dire qu'à la différence des révoltes des masses d'autrefois et des vieilles révoltes, des vieilles révolutions, contre lesquelles les démocraties libérales se sont toujours protégées,
Les démocraties libérales se sont toujours protégées du peuple, des majorités, des débordements de la majorité, parce que les majorités sont incontrôlables. Mais elles n'ont jamais osé assumer cette tentation. Là, elles vont l'assumer jusqu'au bout. Donc les élites vont se révolter. Et pourquoi elles se révoltent? Parce qu'il n'y a pas de point de jonction entre l'étudiant et l'ouvrier, entre la jeunesse dorée et l'école bleue. Ça ne prend pas. C'est pour ça que je disais au début que ce 68 consacre la liquidation, la liquidation du grand cycle révolutionnaire prolétarien. C'est que l'ouvrier a failli. L'ouvrier est apparu aux étudiants comme culturellement conservateur. Il pouvait être progressiste sur le plan social, mais culturellement, il est conservateur. Il est attaché à la famille, il ne veut pas divorcer. À l'époque, c'était avant que les lois sur le divorce. Il aime le drapeau. Il est plutôt pour l'armée, donc ça ne marche pas. Et la gauche va déplacer le curseur. C'est qu'au lieu de s'intéresser à l'ouvrier qui était la grande figure christique, rédemptrice, messianique depuis un siècle et plus, eh bien l'ouvrier aux poubelles de l'histoire. Et il va être remplacé parce que Michel Foucault, sur lequel à qui j'ai essayé de déconstruire, ce que Michel Foucault a appelé dans une de ses leçons au Collège de France, et vous n'avez pas idée à quel point ça s'est imprimé dans les esprits, parce que c'est le vrai agenda de notre époque, il est là. Il appelait ça les anormaux. C'est que la nouvelle figure rédemptrice, c'est l'exclu. C'est la nouvelle figure qui s'impose dans les 60, c'est l'exclu. C'est-à-dire l'exclu, ça va être la féministe hystérique, ça va être le voleur, ça va être le trans aujourd'hui. Ce sont les nouvelles figures. Également l'immigration. L'immigration, le premier à défendre l'immigration, c'est Michel Foucault et Gilles Deleuze en 70. Parce que, je me le répète, l'ouvrier n'est plus intéressant. Parce que l'ouvrier, il est populiste. L'ouvrier, il est conservateur. Donc on va déplacer la figure du salut, quoi. Et qu'est-ce que les déconstructeurs veulent faire? Donc Michel Foucault, donc Gilles Deleuze, ce que les Américains ont appelé la French Theory. D'abord, ils évacuent la question sociale. Évacuant la question sociale, ça veut dire que l'égalité n'est plus à l'agenda du gauchisme culturel. L'égalité n'est plus intéressante. On pourra être milliardaire. Dès lors si on est milliardaire et diversitaire, ça ne pose aucun problème. Puisque la nouvelle thématique dominante, c'est plus l'égalité, c'est la parité. C'est qu'il faut qu'il y ait un homme, une femme, un handicapé, un normal, etc. Et on a un écho début de ce nouvel agenda, quoi. L'autre chapitre de la question sociale qui est évacué, c'est qu'on ne parle plus d'exploitation. L'exploitation n'est plus dans le champ, dans le viseur du gauchisme culturel. Désormais, c'est l'exclusion, c'est la figure de l'exclu. Et regardez, depuis 50 ans, c'est le nouvel agenda du gauchisme. Et ce nouvel agenda nous submerge. Et c'est dans ces années-là qu'il se met en branle, qu'il se met en place. Et Foucault est passionnant pour ça, parce que Foucault se contrefout du prolétariat. Il n'en a rien à foutre du prolétariat. Ce qui l'intéresse, et ce n'est pas un jeu de mots, c'est ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le prolétariat en haillons. C'est ça qui intéresse Foucault. En 70, ces gens-là, Foucault, Deleuze, donc les nouveaux mentors, les nouveaux maîtres à penser, veulent fermer les usines. Ils veulent pas fermer, ils veulent fermer les prisons, pardon. J'en fais un lapsus. Ils n'en ont rien à foutre des usines. L'essentiel, c'est fermer les prisons. Se met en place à ce moment-là, on l'a oublié, mais c'était des phénomènes assez importants, ce qu'on appelait l'antipsychiatrie. C'est qu'il faut fermer les prisons, il faut fermer les asiles, puisque la vérité objective de l'être humain, elle est dite par le fou, elle est dite par le suicidé, elle est dite par l'exclu, par l'homme qui n'est pas normal. Donc il y a un renversement de l'appareil qui se produit. Dans le Foucault, je dis la chose suivante, mais j'insiste là-dessus parce que c'est à ce moment-là que ça se produit, c'est qu'on va pathologiser ce qui est normal, et on va normaliser ce qui est pathologique. Et donc ce qui est normal, c'était le pater familias, et c'est le fameux mâle blanc de plus de 50 ans, ou même de moins de 50 ans, puisque vous allez être pareillement affecté, quoi. J'aimerais faire un papier, pardonnez-moi mesdames, cela étant, sur la femelle blanche de plus de 50 ans, mais Soral a dû le faire, ou d'autres, mais ça s'imposerait, mais c'est du même ordre d'idée, quoi. Et en fait, la société de consommation, c'est pour ça que je parle, ou d'autres parlent, d'objets transitionnels du capitalisme festif,
avait besoin de l'énergie destructrice de cette jeunesse dorée pour démocratiser l'accès au désir, hein. C'est-à-dire lever les barrières, lever les tabous qui interdisaient la consommation immédiate, hein. Ce qui fait, c'est un écrivain qui l'a dit, Milan Kundera, de l'autre côté du mur, mais écrivain francophone, hein, c'est que cette jeunesse a été la collaboratrice inconsciente des métastases du capitalisme. Et en fait, 68 a servi de catalyseur, hein, autant dans sa brièveté que dans son interminable répétition. Tous les 10 ans, on refait. Hein. Il a déclenché une révolution que le capitalisme attendait pour faire sa mue. Et c'est une partie qui s'est jouée à deux. C'est un fusil à deux coups, un dispositif à deux coups. Les fameux libéraux et libertaires. Hein. Le bourgeois bohème. Quand je parlais de principe de non-contradiction, vous ne pouvez pas être et bourgeois et bohème. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Sinon, vous trichez. Vous n'êtes pas bohème ou vous n'êtes pas bourgeois. Et Hippolyte Taine, qui est un des grands historiens de la Révolution française au XIXe siècle, et qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Contestable, mais un grand livre, Les origines de la France contemporaine. C'est un historien conservateur, mais il recourt à des catégories marxistes, en fait, Taine. Et Taine, il explique la Révolution française de la manière suivante. Il dit que derrière ces déclarations de façade, derrière à la demande d'émancipation, en fait, ce qu'on a assisté, c'est le mot de Taine à un transfert de propriété. C'est en ce sens qu'il est marxiste, Taine. C'est-à-dire qu'il y a une classe productrice, hein, au XVIIIe siècle, c'est les bourgeois. Or, cette classe productrice n'a pas le pouvoir politique. Hein. En 89, elle prend le pouvoir politique, hein, qui ne fait que refléter son pouvoir économique. Hein. Et la grande nouveauté en 68, hein, c'est la première fois dans l'histoire que ça se produit, c'est que c'est une révolution au sein d'une même classe sociale. Hein. C'est une révolution interne à la bourgeoisie, en réalité 68. Hein. Toujours l'économie du désir. En fait, on passe d'une paléo-bourgeoisie en 68 à une néo-bourgeoisie. On passe des pères aux fils. Hein. Et rappelez-vous ce qu'ont été nos pères, hein, les vôtres, les miens, quoi. C'était une bourgeoisie haussmannienne. Elle a construit Paris, elle a construit la France, très largement. Vous retrouvez la même bourgeoisie en Angleterre, la bourgeoisie victorienne, hein, qui était une bourgeoisie qui était aprogain, qui était cupide, hein, d'un conformisme atterrant, mais d'un conformisme assumé, quoi. C'était ça la paléo-bourgeoisie, quoi. Et c'était une bourgeoisie productrice. Hein. Or, quand on a cessé de produire, quand on a commencé à délocaliser nos usines, hein, quand on est devenu une société de consommateurs, quand on est passé de la production à la consommation, il a fallu que nous repensions la figure du bourgeois. C'est ce que Jacques Ellul a appelé les métamorphoses du bourgeois. Le bourgeois, c'est métamorphosé, c'est transmué. Il est passé du paléo-bourgeois au néo-bourgeois. C'est-à-dire qu'il a liquidé la part maudite de la bourgeoisie. Et je le répète, la part maudite de la bourgeoisie, il faut la célébrer, parce que Marx l'a célébré, et Marx, le manifeste de Marx, il faut le lire comme coécrit avec Engels, comme un chef-d'œuvre homérique dédié au génie de la bourgeoisie. Hein. C'est comme ça qu'il faut lire le début du manifeste. Hein. Où voulais-je en venir? Oui. Oui, il faut célébrer cette bourgeoisie. Parce que les enfants de cette bourgeoisie sont tellement détestables, hein, qu'ils rehaussent leurs parents, qu'ils rehaussent leurs aïeux. On a délocalisé en Russie, on a délocalisé en Chine, hein, ce qu'ont été nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux. C'est-à-dire, je le redis, des gens aprogains, d'un conformisme désespérant. C'est en pensant à eux que Marcel Aimé a écrit ce chef-d'œuvre qui s'appelle Le confort intellectuel, sur lequel on fait beaucoup de contresens. Hein. En fait, Marcel Aimé fait un éloge du confort intellectuel. Hein. On croit qu'il dénonce le confort intellectuel, mais il fait un éloge du confort intellectuel. Du confort intellectuel de la bourgeoisie, qui doit garder à distance Baudelaire. Hein, parce que Baudelaire va corrompre l'âme de la bourgeoisie, quoi. Eh bien, c'est ça qu'ils vont liquider, les néo-bourgeois. C'est qu'ils veulent bien l'héritage financier de leur père et de leur grand-père, hein, mais ils ne veulent pas épouser la part maudite. Hein. Eux, ils veulent être conformistes tout en étant anticonformistes. Hein. Toujours le principe de l'adéquation du mot à la chose. Hein. Vous pouvez être bourgeois et bohème, alors que c'est interdit. C'est ça qui va se jouer dans ces années-là. Et je m'arrête un instant, parce que c'est pour montrer à quel point, à la fois, il faut en faire une lecture marxiste et conservatrice, me semble-t-il, de 68. Hein. C'est qu'on change de monde, c'est une révolution anthropologique, et c'est ce que dit Pasolini. Pasolini, il dit que dans ces années-là, on assiste à une mutation anthropologique. Il veut dire par là que la qualité de l'homme change, la substance même de l'homme change dans ces années-là. Et Péguy, autre grand auteur,
anti-bourgeois, lui détestait la bourgeoisie haussmannienne et victorienne. Et de cette bourgeoisie, Peggy disait que elle s'appuyait sur une métaphysique de l'épargne. Et nos grands-parents étaient des épargnants. Il y a un siècle et demi, fleurissaient partout en France des caisses d'épargne. Il y en avait partout. C'était le bas de laine, c'était du gain petit. Mais parce que le bourgeois producteur accumulait de l'argent, quoi. Et en fait, on est passé d'une métaphysique de l'épargne qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne vais pas en faire l'éloge, parce que c'est une métaphysique de grippe-sous dans l'absolu, à une métaphysique du crédit. Parce que si j'insiste là-dessus, c'est qu'on a changé de société, en fait. On est passé d'un monde de producteurs à un monde de consommateurs. Et 68, c'est en cela que je parle d'objet transitionnel du capitalisme festif, c'est que ça permet, ça légitime ce basculement du monde. Et j'en veux pour preuve un exemple qui est très parlant, c'est les États-Unis. En 1945, le pays le plus riche au monde, c'est les États-Unis. La dette mondiale, c'est les Américains sont propriétaires de la dette mondiale en 1945. C'est-à-dire que c'est le pays le plus créditeur qu'on a jamais vu, quoi. Donc, a priori, le pays le plus riche au monde. Aujourd'hui, l'Amérique est le principal emprunteur au monde. C'est le plus grand débiteur. En 70 ans, voici ce qui s'est passé. En 1945, le principal employeur américain, monde de producteurs, c'est General Motors. C'est le principal employeur américain. Vous êtes dans une économie industrielle. Aujourd'hui, économie post-industrielle, le principal employeur américain, c'est Walmart, distributeur, qui importe 80% de sa marchandise de Chine. Donc à travers l'exemple américain, mais nous le suivons de très près. On a des niveaux de dette qui ne sont pas similaires, à la fois dette publique et dette privée. Mais on approche ce modèle-là. C'est qu'on a changé d'économie. C'est ça le principe quand je parlais de principe de jouissance différée. L'épargne, c'est un principe de jouissance différée. Vous travaillez, vous suez, vous travaillez comme un malade, vous accumulez de l'argent, en espérant soit le dépenser, mais vous ne le dépensez jamais, en espérant que vos enfants le dépensent pour vous, mais souvent la première génération ne le dépense pas. Jouissance différée. Et on bascule dans la jouissance immédiate. Et 68, c'est le levier qui légitime. C'est pas ça qui explique 68, c'est qu'un épiphénomène. Ça n'est jamais qu'un épiphénomène 68. Mais c'est ça qui légitime le changement de vision du monde. C'est qu'on a besoin de justifier, de légitimer le basculement d'une économie de richesse à une économie de pauvreté. Parce que nous sommes pauvres aujourd'hui. Parce que nous surconsommons. On consomme de la dette, on consomme de l'argent. La seule chose qu'on produit aujourd'hui, c'est de la dette. La seule chose qu'on produit, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent gratuit. Depuis 40 ans. J'insiste là-dessus, mais même en 60, vous êtes jeune, mais l'inflation dans les années 60, l'inflation était de 10% en 60. C'est-à-dire que quand vous empruntiez à la banque 50 000 francs, quoi, eh bien vous remboursiez 10 ans plus tard 50 000 francs, puisque l'inflation avait suivi les taux d'intérêt. Donc dès ces années-là, on rentre dans une économie gratuite. Et Christopher Lasch, que j'ai cité tout à l'heure et que j'aime beaucoup, a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Le seul et vrai paradis, où il fait un éloge des populistes américains et des auteurs puritains aussi. Pour lui, c'est les mêmes aux États-Unis, quoi. Et il dit, pour les auteurs puritains et populistes, je veux dire, le principe fondamental, c'est qu'à la fin, on passe à la caisse. À la fin, il y a un prix à payer. Nous ne sommes pas encore passés à la caisse. D'où les bulles. D'où les bulles qui s'accumulent, qui explosent, mais qui recommencent. Jusqu'à, je ne sais pas. Chose que j'avais notée. Vous savez ce que George Bush dit, fils, le 12 septembre 2001, aux Américains? Ils disent « allez dans les supermarchés ». C'est ça, le seul mot que George Bush trouve à dire, c'est « aller consommer ». C'est ça, ce monde-là, quoi. Alors c'est un sociologue américain qu'on a oublié, c'est Daniel Bell, qui disait que la grande vertu de la rébellion, c'est de résoudre les contradictions culturelles du capitalisme. Et je cite Daniel Bell, c'était écrit il y a un demi-siècle, Aujourd'hui, le modernisme est épuisé. Il n'y a plus de tension. Les élans créateurs ont perdu leur ardeur. Le vase est vide. La masse culturelle a institutionnalisé la rébellion, dont les formes expérimentales sont devenues la syntaxe et la sémiotique de la publicité et de la haute couture. Et je vous recommande les défilés d'été des hauts couturiers. C'était 68, était partout, cousu en lettres dorées, quoi. Et il y a une ironie dans ces événements de 68, parce que ces événements auront caché une de ces habituelles ruses de la raison qu'avait décrit Hegel il y a 150 ans. C'est que le vrai sens de l'histoire,
donc l'objet transitionnel du capitalisme effectif, est masqué et dissimulé aux acteurs, aux protagonistes jusqu'au bout. Ils n'ont absolument pas conscience. Et rappelez-vous, la première chose que dénoncent les 68 arts, en tout cas les plus intéressants d'entre eux, et leur maître en particulier, c'est Henri Lefebvre, c'est la consommation. Et leur mot d'ordre, de Lefebvre et d'autres, c'était la marchandise, on la brûlera. Cache-toi, objet. Mais la vérité, c'est que les étudiants dénonçaient la consommation selon les principes mêmes de la consommation, selon les concepts mêmes sur lesquels s'appuyait la consommation. En particulier le levier du désir. Alors, ce sera mon dernier mot. Et la boucle sera bouclée comme ça. J'ai commencé mon intervention à partir de Guy Hocquinghem, dont je vous recommande la lecture, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, reparu aux éditions Agone, avec une préface de Serge Halimi. Livre vraiment génial, où il démolit toute sa génération, même un homme auquel je suis très attaché, même Jean Ederne, allié. Mais il démolit tout le monde. Et Hocquinghem a été vraiment, quand vous parlez avec les acteurs de l'époque, encore un normalien, encore un fils d'eux, a quand même été l'archange véritable de cette révolution, Hocquinghem. Parce qu'il était vraiment flamboyant. C'était une créature imbaldienne. Mais c'était un faux, malgré tout, puisque fils d'eux. Et Hocquinghem se trompait. Il croyait que sa formule du col Mao, me semble-t-il, se tromper, c'est présomptueux, mais me semble-t-il se tromper, que sa formule du col Mao au Rotary était l'épitaphe d'une révolution avortée. C'est-à-dire que comme toutes les révolutions, les salauds, les traîtres, ceux qui sont susceptibles de se compromettre, vont se rallier au nouveau régime. Mais la vérité, c'est que la formule de Hocquinghem, du col Mao au Rotary, c'était bel et bien la devise d'une révolution réussie. Puisque le premier terme, Mao, contenait finalement le second, Rotary. Ainsi, le col Mao, c'est ce que je disais en ouvrant et c'est ce que je dis en clôturant, le col Mao, au fond, ça n'a jamais été que le Rotary. Donc la révolution n'a jamais été, le simulacre de révolution n'a jamais été que le rite de passage de la jeunesse dorée pour entrer dans la société bourgeoise. Et dans le monde réellement renversé, que j'évoquais à la lumière de Guy Debord, eh bien, en effet, le vrai, donc, c'est-à-dire le principe révolutionnaire, n'était dès lors plus qu'un moment du faux, c'est-à-dire la conservation des intérêts d'une classe sociale. Voilà, merci de votre attention. Bien, eh bien, merci François. Merci à vous. Si vous avez des questions à poser, je vous invite maintenant à prendre la parole, à vous adresser directement au conférencier. Levez-moi juste la main avant que je vous distribue la parole. Julien, vas-y. Déjà, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très dense sur CMS 68. C'était là. Pardon. En fait, moi, j'aimerais savoir votre opinion, en fait, parce que là, vous avez fait quelque chose qui était extrêmement descriptif, mais par rapport au caractère létal du changement anthropologique qu'on a vécu en 68. Parce qu'on est dans une phase d'augmentation du désordre dans la société. Moi, je compare ça à l'entropie. C'est le désordre qui explose complètement. Est-ce que cette vague de fond basculement s'est opéré en 68 est mortelle pour la civilisation européenne? Est-ce qu'il y a des précédents historiques de civilisation que vous pourriez comparer? Est-ce qu'on est dans un mouvement, pardon, je vous dis son nom, celui qui fait les cycles de civilisation Spengler, oui. Est-ce qu'on est dans un mouvement spenglerien ou est-ce qu'on est dans un glissement successif vers des nouveaux messianismes? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un messianisme après celui de l'exclu? Voilà. Moi, je crains qu'on n'ait pas... Alors, pardonnez-moi pour le ton un peu crépusculaire, mais vous citiez Spengler, donc là, pour le coup, on est dans le crépusculaire. Je crains qu'on ne soit pas arrivé au terme du processus de décomposition, au processus nihiliste en cours depuis 150 ans, en gros, quoi. Donc, je le redis, on assiste qu'aux prémices, au fond, parce que après la libération, les quantités de libération que l'on a assistées, arrivent les libérations des trans. Bientôt va être à l'ordre du jour la question animale, c'est-à-dire l'émancipation de l'animal, de la tutelle humaine, c'est-à-dire conférer à l'animal des droits. C'est l'agenda dans les 10 ans, quoi. Et vous commencez à voir des attentats de véganes, de charcuterie par des véganes. Ça n'est qu'un début, puisque c'est un processus au long cours.
et il faut attendre qu'il ait produit, me semble-t-il, hein, tout son potentiel de destruction, il en est très loin de l'avoir atteint. Moi j'ai une lecture un peu similaire à la vôtre, comme vous évoquiez, alors ça c'est une petite parenthèse un peu trop peut-être savante. Hein. Hop là. Vous évoquiez la question de l'entropie. Alors s'il y a des étudiants, alors, peut-être vous me corrigerez si. C'est une question à laquelle qui m'est très chère. Hein, parce que le père de la décroissance, c'est Nicolas Georgescu-Roegen, qui était économiste, mais pas qu'économiste, hein, et qui a écrit tous ses livres sur la décroissance à la lumière de la seconde loi de la thermodynamique, qui est l'entropie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un processus de dissipation, c'est que en réalité tout ne se recycle pas. Tout ne se retransforme pas, tout ne se recrée pas, il y a des pertes, hein, et je crains que la grande loi humaine, ce soit la loi de l'entropie. La grande loi du destin de l'homme et la grande loi du destin des sociétés, ce soit l'entropie. C'est-à-dire quand on se projette dans des temps géologiques, hein, pas dans des temps historiques, mais dans des temps géologiques, on est condamné à mort. Hein. La durée de vie d'une espèce, d'un mammifère supérieur, ce que nous sommes, hein, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des fourchettes, c'est 100 000, 1 million d'années. C'est la durée de vie d'un mammifère supérieur. Hein, et nous sommes le mammifère le plus supérieur parmi les supérieurs. Donc j'ai une lecture assez sombre dans l'absolu. Pour autant, me semble-t-il, hein, j'ai 50 ans. Ma génération, nous, on n'a rien produit. On a une génération qui a été qui a été écartée. Alors cela dit, sans vous flatter, hein, mais j'ai l'impression que les temps changent, hein, qu'une révolte se dresse, hein, que les énormités auxquelles se livrent les gens, vous avez vu la dernière en date, si j'étais Philippe Muret, j'en ferais une chronique, hein, c'est que désormais, même les canons de la beauté sont soumis à un procès en déconstruction. C'est-à-dire que même la beauté physique de la femme dans un défilé, par exemple, hein, est désormais relativisé, puisque désormais on peut être handicapé, trans, hein, femme et défilé, puisque le principe, la beauté en soi, le canon de la beauté introduit de la discrimination, donc un jugement négatif. Hein. Donc ce jugement négatif fait l'objet d'un procès en déconstruction. Donc ça devient tellement absurde, ça devient tellement ubuesque. Dans Éléments, on avait fait un dossier il y a 2 numéros sur les dérives absolument délirants du politiquement correct sur les campus américains, c'est-à-dire tous les concepts de racisation, l'hystérie phobique, hein, qui s'est emparée apparemment d'une nation qui est en partie malade, hein, qui est travaillée par un désir de purification et de pureté. Moi, le seul texte en un sens qui nous dit quelque chose sur ces délires-là, c'est un texte littéraire. Je suis un littéraire, comme vous l'avez deviné. C'est Uburoi de Jarry, que je vous recommande, hein, Foutre de merdre et merdre de foutre. Hein. Il faut lire ce livre-là parce que c'est absolument surréaliste, hein, et ce qui est en train de se passer est surréaliste. Donc jusqu'à quand les sociétés sont disposées à accepter qu'on leur impose des choses tellement farfelues, tellement ubuesques, tellement délirantes, hein. Mais cela étant, c'est ce que Foucault, c'était l'objectif de Foucault, c'était l'objectif des déconstructeurs. Foucault avait horreur de la condition humaine. La condition humaine n'était pas satisfaisante pour lui. La chose qui est inquiétante quand on dit ça, c'est qu'on change chez beaucoup de nos congénères que la condition humaine n'est pas satisfaisante, hein. Vous êtes gros, vous voulez être maigre, vous êtes homme, vous voulez être femme. Les biotechnologies vous autorisent. Il y a beaucoup de pathologies dans notre monde, hein. Il y a des savants américains qui pensent que dans les sociétés postmodernes qui sont les nôtres, à peu près 1/3 du corps social est malade. Hein. Malade au sens psychologique du terme. Hein. Donc ce tiers de gens malades, hein, constitue un marché fabuleux pour les vendeurs de post-humanité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à accepter, on revient au principe de jouissance différée, on n'arrive pas à accepter le principe que nous croyons ou que nous ne croyons pas, le principe que nous sommes des créatures vouées à la finitude, hein, vouées à l'incomplétude, hein, vouées à la mort. On ne veut pas admettre cela. Donc d'où tous les fantasmes que... Et je le redis, il se trouve que les biotechnologies, chose alarmante, hein, aujourd'hui, offrent la faculté à tous les délires de se réaliser, quoi, à court, moyen terme. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Si, ouais. Parce que je mettrai un peu en opposition à un truc, c'est que vous dites que l'humanité est soumise à l'entropie, mais pas que, parce que la vie en soi est un principe anti-anthropique.
qui vise à se perdurer pour empêcher. C'est la querelle du pessimiste et de l'optimiste. Moi, je suis un vieux pessimiste lecteur de Sioran, c'est pour ça que j'essaye de pas trop... mais je crois qu'à la fin du fin, c'est supernova. À la fin du fin, c'est soit un astéroïde qui heurte la Terre, et quoi qu'il arrive, la Terre implosera. Donc, mais c'est de la très longue échéance, et je suis une créature historique. Hein. Mon échelle existentielle d'appréhension du monde, hein, c'est 80 ans, ma durée de vie. Je marche à 4 km/h, donc moi, je raisonne en termes historiques. Hein. Que faire pour empêcher que le monde ne se défasse? C'est tout l'enjeu d'éléments, de vous, j'imagine, du cercle ce soir, de ce que nous faisons, quoi. Simplement, il faudrait que nous puissions le mutualiser, que nous puissions en faire quelque chose d'encore plus dynamique, d'encore plus efficace. Hein. Une seconde question, peut-être? Intéressant, du coup, moi je vais revenir au sujet des 68. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on raconte encore les 68 par le prisme des vainqueurs. Et en m'intéressant justement au sujet de votre allocution, je suis tombé sur Bernard Lugan, qui du coup a fait ses mémoires il y a peu de temps sur... je ne les ai pas lus, mais j'ai eu son titre. Et du coup, cette révolte, forcément, dès qu'on parle de politique, on parle d'ennemis politiques. Et visiblement, à cette période-là, ces ennemis politiques étaient présents, au moins de ce qu'il en disait. Et ce qui était du coup intéressant, c'est qu'il expliquait qu'à un moment, justement, cette minorité, vous l'avez assez bien décrite, qui du coup a commencé cette fameuse révolte qui a tué après la France, elle aurait pu être stoppée, visiblement, par rapport à ses mémoires, par rapport à justement ces gens du GUT qui étaient prêts à attaquer finalement, et De Gaulle a mis à la police pour empêcher. En pensant finalement que cette histoire aurait pu changer assez rapidement, peut-être 500 jeunes hommes contre 500 autres jeunes hommes qui auraient pu finalement complètement retourner l'histoire. J'ai pas lu Omar de Lugan, j'ai même pas vu le doc là, mais je vais le voir. Il y a eu un doc récemment sur 68 vues de droite avec tous les acteurs d'Occident et d'autres. Hein. Je suis partagé sur ce. Est-il assez nombreux? Est-il la possibilité réellement de... C'est que la révolution elle est mondiale. Hein. Ouais. C'est que c'est le processus cette révolution s'inscrit dans le processus de la modernité, qui est un processus d'émancipation, où on octroie des droits aux individus, des droits de plus en plus larges, hein, de moins en moins contestés. Je crois. Ça n'aurait pas été France 68, ça aurait été plus tard. Je pense même qu'en France, je le redis, c'est que ça a pris autant d'intensité, c'est que la France a fait un 68 avec un temps de retard hein, sur les Américains. Mais si vous regardez tous les grands thèmes de 68, dès 45, dès 1950, le cinéma américain les exploite déjà. Comment arrêter, j'allais dire, quelle image serait suggestive hein. Je vois ce que vous voulez dire. Est-ce que 500 personnes peuvent arrêter le cours d'histoire? C'est la thèse de Dominique Vénère. Hein. Et j'avais eu l'occasion de débattre avec Dominique Vénère il y a 10 ans de 68. Hein. Et on s'était heurté amicalement sur ce point-là avec Dominique Vénère. Lugan reprend... Je ne crois pas qu'on puisse arrêter avec 500 bras. Le quartier latin avait été occupé par exemple, une extrême droite de l'époque. Ouais. C'est un peu ce que disait Lugan. Ouais, mais est-ce que... on peut, je veux dire, 1000 bras... peuvent pas arrêter l'âme de fond mondiale. Hein. C'est une lame de fond mondiale. Hein. Qui en plus qui est portée par le capital, hein. Qui est portée par le nouvel esprit du capitalisme. Hein. Ce qu'on aurait pu faire, et j'espère que votre génération va le faire, hein, c'est en 68 refermer la parenthèse de la libération. Ce qui fait que les droites, moi plutôt un garçon de droite, hein, les droites ont été mises sur la touche depuis 70-80 ans. Peut-être que en occupant la rue, occupant les symboles, hein, peut-être que la droite aurait eu droit de citer dans les médias, ce qui n'est pas le cas. Mais pour autant, je suis pas sûr. Quoi, voilà. Juste avant de poser une question. Ouais. Alors, une autre question, sachant qu'il nous reste une dizaine de minutes, on va en prendre 2 maximum, et je vous demanderai juste de faire court dans les questions. Samy? Oui. Alors, déjà, merci, j'ai trouvé ça passionnant. Merci à vous. Vous avez souligné l'incohérence des 68 arts et de leurs héritiers, les Black Blockers, qui sont révoltés, mais qui sont des fils d'eux. Est-ce que par une ironie, en fait, vous avez aussi dit qu'aujourd'hui on est plus des consommateurs plutôt que des producteurs, est-ce que par une ironie, vu qu'aujourd'hui cette élite en fait culturelle et économique, par un snobisme, un effet de mode, se met par leurs habitudes de consommation à consommer des produits locaux, c'est en fait quelque chose que j'ai vu récemment, est-ce que par cette ironie en fait ils ne vont pas ne se tirent pas une balle dans le pied en fait en redonnant par leur consommation,
en redonnant de l'importance aux produits locaux, à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est, par exemple, dans l'alimentation. Donc, je ne sais pas si je suis clair, mais Si, vous l'êtes, c'est très clair. ce que je veux dire en fait. Mais comme je l'ai dit, je pense que c'est des tricheurs. Hein. Alors certains de mes amis identitaires vous diraient que dès lors que vous mettiez le pied dans le localisme, hein, mécaniquement vous allez vous réenraciner. Contre votre propre gré, quoi. Vous pouvez détester le réenracinement. De fait, si vous créez une AMAP, de fait, si vous installez en bio, etc., vous allez, dans une génération, 2 générations, Mais moi, c'est pas je le redis, je suis littéraire, donc j'ai toujours en tête Molière. Moi, je vois que des tricheurs. Hein. Je vois que des passagers clandestins. Je vois que des gens qui arrivent à conjuguer donc la consommation bio, enfin le localisme. Hein. Mais comment dire c'est-à-dire qu'ils veulent bien Ils veulent bien le localisme pour leurs produits de consommation courante, mais pas leur smartphone. Moi non plus d'ailleurs. Hein. Je veux dire, ça relève pas du localisme. Hein. Mais, enfin, comment dire est-ce que je parle de manière abrupte hein. C'est-à-dire que leurs contradictions, moi, me sont insupportables. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois pour... Non, mais c'est que pour souligner, c'est qu'ils sont à la fois contre les OGM, hein, mais pour le trans, hein, sachant que c'est la même mécanique. Hein. Ils sont pour la protection des espèces, ils sont pour la sanctuarisation des espèces. Hein. Moi, je le suis que partiellement, mais sauf l'espèce humaine, hein, qui a vocation à essaimer la Terre. Hein. Donc, tant qu'ils ne lèveront pas ces contradictions, on aura du mal à les suivre. Hein. Bien sûr, en fait, je pense que tu avais raison, mais peut-être qu'ils vont réussir à refinancer par l'argent qu'ils gagnent grâce à leur mode de vie et à leur travail, entre guillemets. Ils vont peut-être réussir à refinancer en fait la nation, les collectivités. J'espère, soyons optimistes. Mais sachez simplement que la communauté européenne interdit, par exemple, les identitaires avaient voulu imposer, le meilleur levier, c'est l'impôt. C'est parce qu'à un moment donné, on est des créatures parlées par l'argent, le pouvoir d'achat, et les identitaires avaient voulu imposer une fiscalité verte, hein, c'est-à-dire une taxation qui croît au fur et à mesure que les distances de production s'éloignent. Mais la communauté européenne l'a interdit. Parce que c'est au nom du refus des discriminations. Parce que si vous privilégiez un producteur local, hein, alors elle a introduit des paramètres, je ne les maîtrise pas, Fabien les maîtrise. Il y a des nuances, hein, il y a 50 nuances de localisme au fond, pour les cantines, etc. Voilà. Mais à aucun moment donné, vous pouvez faire valoir que c'est au nom du principe d'identité, quoi. C'est au nom du kilomètre carburant. Là, ça passe, ouais. Mais vous avez raison, moi je suis un peu pessimiste. Tous les copains qui sont un peu dans le bio identitaire me disent que mécaniquement, les gens qui vont dans le Larzac et ailleurs redeviennent, se réenracinent. N'en déplaise à José Bové, qui avait écrit ce chef-d'œuvre absolu, Paysan du monde. Hein. Et réfléchissez un peu à l'impossibilité physique d'être paysan du monde. Hein. Parce que le paysan est d'un pays, quoi. Mais bon, c'est le pari qu'on doit faire. Hein. Ouais. Sinon, on ferme boutique, quoi. Une dernière question ? C'est quoi pour vous la part de l'ingénierie sociale pour réveiller les instincts de la part de la haute classe, des grands actionnaires, les banquiers, les politiques? C'est quoi la part d'un instinct qui devait de toute façon se réveiller de hasard, d'entropie C'est quoi pour vous la part de l'ingénierie sociale et la part de hasard? La part d'ingénierie sociale, C'est pas dans les intérêts de la haute caste d'orienter l'énergie politique des gens dans des combats de seconde zone purement horizontaux. C'est comme la question tout à l'heure, je suis partagé sur ce sujet. Quitte à... Le propre du capitalisme, c'est que c'est un procès sans sujet. C'est-à-dire que ça avance tout seul. Il n'y a pas de tête. Hein. Le terme savant, c'est acéphale. Hein. C'est que le sujet est acéphale. Hein. Donc, alors évidemment, il y a Georges Soros, Valeurs Actuelles a fait sa couverture sur Soros. J'étais un inconditionnel d'Emmanuel Ratier. Vous devez le connaître, puisque Ratier a rebasculé avant de mourir ses lettres sur ER. Hein. Et je m'opposais toujours à lui sur ça. C'est que c'est vraiment un acteur sans sujet, c'est un procès sans sujet. Le sujet vient se greffer par-dessus, quoi. Donc je suis... Je parlais de neutraliser la révolte. Non mais je vois ce que vous voulez dire, c'est que
C'est quoi pour vous des combats périphériques et incidents ou secondaires, hein? Les combats purement horizontaux, des revendications communautaires diverses. Mais elle est centrale pour moi. Pour moi, c'est pas secondaire. Oui, pour moi, c'est pas secondaire. Par exemple, Mais on est des créatures territoriales. Hein. Je ne suis pas une créature mondiale. Je suis pas une. je parle des femmes qui ont déjà des droits civiques mais qui revendiquent toujours plus, etc. Non, mais on va trop loin. Je veux dire, sur la question des femmes, j'ai un point de vue assez différent de celui de R. Parce qu'il y a la tradition française, elle est d'une autre nature. Moi, je suis pas de R, mais- Ah, ok, ouais. Moi, je peux vous faire un topo bref sur la tradition de galanterie française. Hein. C'est que, en réalité, il y a une régression en France avec le Code Napoléon au début du XIXe siècle. Hein. Une régression phénoménale où la femme devient un objet, quasiment un objet meuble, au même titre que les animaux, à peu de choses près. Mais quand vous regardez les travaux des historiens des mentalités, la liberté des femmes au XVIIe, au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe est considérable. Simplement, les féministes vous font croire que les femmes sont soumises depuis 3000 ans. Non, peut-être dans d'autres pays, mais en France, non. En France, elles ne sont pas soumises. Et on va trop loin, je veux dire, la question, on va trop loin. Je ne peux pas mettre la radio, mais comme vous, j'en deviens maintenant, on en devient anti-femme, pardonnez-moi mesdames, ce qui n'est pas le cas, je veux dire, mais ça devient tellement délirant, le procès qu'on fait de nous, du matin au soir, je suis d'accord. Hein. En plus sur une base qui est mensongère, hein, qui repose sur aucune réalité historique. Hein. Une toute dernière question. Vous parliez de la possibilité d'une révolte, vous voulez y poindre. On parle de contre mai 68 en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que la révolte qu'on doit poindre en ce moment soit une révolte de la classe moyenne et que la classe moyenne serait finalement appelée à renverser la classe bourgeoise, un peu comme la classe bourgeoise, grâce à l'imprimerie et par une descente dans la connaissance, a pu renverser l'aristocratie? Est-ce que vous pensez que nous, avec Internet, on peut assister à un processus similaire? Je l'aimerais, je prie pour vous. Moi qui ne suis pas croyant, mais de tradition chrétienne, je prie pour votre génération. Le dernier numéro d'Éléments, moi j'ai fait un long papier sur Marceau. Quand je dis je prie, c'est pas une figure de style, hein, c'est que je prie pour que vous soyez à la hauteur de la mission historique à laquelle du défi qui est le nôtre, du renversement. Cela étant, vous avez beaucoup d'embûches devant vous. En septembre, Christophe Guillouis sort un livre sur le déclassement des classes moyennes, qui n'est pas le premier travaux sur le sujet, sur la démoyennisation, au fond, sur le décrochage de cette France-là, qui va nourrir le populisme. Moi, la seule objection, au fond, que je fais au populisme, hein, c'est que le populisme croit qu'il peut faire l'économie des élites. Hein. Et si vous faites l'économie des élites, on n'aura jamais le pouvoir. Hein. Donc il faut cultiver, il faut aimer l'excellence. Hein, il faut que ceux d'entre vous qui ont des parcours et des cursus scolaires prometteurs, eh bien, aillent à leur terme. Moi, j'en ai pas eu. Hein, je veux dire, donc ceux qui n'en ont pas, et à ces conditions-là, peut-être. Hein, mais vous êtes notre planche de salut. Moi, franchement, le choix que je fais en tant que rédacteur en chef, je ne suis pas le patron de la rédaction. Et le numéro qui vient, on fera autre chose. Mais moi, dans les prochains mois, dans Éléments, je ne veux parler que de la génération qui arrive, hein, de la manière dont elle se reconstruit, me semble-t-il, sur un champ de ruines, hein, ce qui était déjà le cas pour moi, puisqu'on a été déculturé, décérébré par 30 ans d'antiracisme, de toutes ces foutaises. Hein. Mais oui, moi, c'est le seul... Sinon, moi, j'arrête d'écrire dans Éléments, je veux dire, si je fais pas ce pari-là. Donc, si je fais pas ce pari-là, bah, j'écris des livres pour ma femme, et pour ma fille. Hein. Donc oui, on a besoin de vous. Je dis ça avec un peu d'émotion, mais j'espère que simplement le défi est considérable, hein, parce que pour revenir aux questions périphériques, je veux dire, moi j'étais à Béziers là, il y a, enfin bon, le péril est tel que il faut aller vite, quoi. Bon, bah c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter. Merci François. Merci à vous. Pour l'intervention. Merci à vous.